Je suis très heureuse d'accueillir parmi nous aujourd'hui 2 de nos 3 invités attendus. La troisième est en train de prendre l'avion. Hein. À force de faire des raids, elle est toujours dedans. Mais son associé est là et je lui demanderai de venir nous rejoindre à un moment pour qu'elle puisse transmettre et partager, elle aussi, sur cette thématique du mental et de la confiance en soi. Pour l'instant, je vais demander à Magali Baton et Jolie Andrès de venir me rejoindre sur scène et ensemble, nous allons pouvoir parcourir et explorer ces thématiques si passionnantes. Bonjour mesdames, je vous en prie, installez-vous. Ah, c'est une joie de vous retrouver ici. Et pour vous ? Joie partagée. Ah, merci. Quel enchaînement. Je me chauffe, attends, toi t'es chaude. Hein. On a l'habitude de se retrouver sur Paris et c'est toujours un bonheur quand on peut sortir de Paris et venir échanger, partager, explorer ce qui nous tient à cœur et rencontrer des personnes avec qui faire naître encore plus de partage, d'inspiration et de créer des liens, tout simplement. Alors, mesdames, je vais vous demander en premier lieu une présentation rapide, chacune, pour nous dire qui vous êtes, quel est votre parcours. Et puis après, nous plongerons, Magali est très stratégique, et hop nous plongerons dans cette thématique pour l'explorer, la résoudre, apporter des réponses, des outils, des méthodes, et puis de la transmission d'histoire aussi, parce que c'est à travers ça que l'on peut vraiment confirmer des choses et aller encore plus loin. Jolie, je t'en prie, puisque Magali t'a donné très généreusement le micro, très poliment, bien évidemment. Merci. Donc, je m'appelle Jolie Andrès. Bonjour à toutes et à tous, hein, puisque je vois des hommes. Donc, je suis franco-gabonaise. Je travaille donc chez Engie. Je souris parce que ça fait l'actualité en ce moment. Et donc, je suis mariée et mère de 2 enfants. Voilà. Tu es auteur d'un livre également. Je suis auteure et conférencière et écrivain. Et je suis auteure d'un livre. Voilà. Qui s'appelle « À la conquête du bonheur professionnel ». Exactement. Parce qu'aujourd'hui, nous reviendrons là-dessus. Comme tu l'as dit, tu travailles au sein d'Engie, mais ça ne s'est pas fait tout seul, loin de là. Non, absolument pas. Et j'aurai l'occasion d'ailleurs de vous partager un petit peu ça. Beaucoup. Magali ? Bon, alors là, la barre est haute parce que c'est très succinct. Moi, je suis une grande bavarde. Donc, je suis Magali Baton. Bonjour à toutes et à toutes. J'ai mis les hommes en premier parce qu'ils étaient en minorité. Hein, voilà. Alors, moi, je viens vous parler par rapport à ma première carrière professionnelle parce que j'ai été judoka de haut niveau dans les années 90-2000. J'ai participé aux Jeux Olympiques à Atlanta. Et j'étais médaillée mondiale et européenne. Et puis, lorsque j'ai mis un terme à ma carrière, j'avais préparé une première reconversion. Enfin, je suis toujours restée dans l'accompagnement, mais en tout cas, j'ai fait de la préparation mentale de manière exclusive auprès de sportifs. Après, j'ai élargi le champ de la préparation mentale. Je le fais aussi dans le monde politique aujourd'hui. Ça peut être utile. Et puis, au bout d'un moment, je me suis formée au coaching à HEC parce que j'avais envie de sortir un peu du monde du sport et d'élargir mes horizons. Et donc, j'ai découvert ce qu'était le coaching. Et je m'en régale encore aujourd'hui, tous les jours. Voilà. Et donc, je suis ravie de venir partager avec vous tout ce parcours-là et ce que j'en tire aujourd'hui. Magali, Jolie, pour démarrer dans le vif du sujet, je reviens sur le titre « Mental et confiance en soi au service de son projet de vie professionnel ». Comment cela résonne en vous ? Qu'est-ce que cela évoque ? T'as le micro, vas-y Magali. Vas-y. C'est moi, je ne peux pas m'en tirer à chaque fois. Le mental et ce qu'on a. Alors le mental, c'est un terme très générique dans lequel on peut mettre très fourre-tout, dans lequel on peut mettre plein de choses. La confiance en soi, ça fait partie. Hein, c'est une des facettes. Je pense que pour réussir un projet professionnel quel qu'il soit, on a besoin d'un tas d'ingrédients dont le mental fait partie. Voilà. Et la confiance en soi sera nécessaire à un moment donné. Donc c'est une réponse très large pour commencer. Après, on pourra aller un peu... Et dans ton parcours de sportif de très haut niveau que tu as évoqué, quelle a été la place du mental ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert justement via ton sport et que tu as travaillé ? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà enfant en toi et le sport l'a révélé ? Comment ça s'est passé ?
Alors, pas vraiment. C'est encore une troisième solution. Non, je pense que je n'étais pas quelqu'un qui avait une grande confiance en moi au départ. A posteriori, je me dis que je devais en avoir quand même suffisamment. Mais je pense que le judo et la pratique du haut niveau m'a beaucoup aidée. Voilà, j'étais une enfant plutôt introvertie. Je pense qu'il aurait été incapable de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et puis finalement, c'est au gré de ma carrière où j'ai appris par le fait du hasard, parce qu'en fait, quand on fait du judo, mais quand ça commence à marcher, on est amené à rencontrer des personnes qui vous posent des questions, qui écoutent les réponses, un truc de fou, quoi. Mais c'est vrai, moi, je n'avais pas cette confiance, et en fait, je l'ai découvert dans le regard des autres. Le jour où je me suis rendu compte que les gens écoutaient ce que je disais, moi qui faisais du judo, je trouvais ça juste. Je me dis, ah ouais, bon. Et je pense que ça a contribué. Alors ça, c'est sur la partie extra-sportive. Après, sur la partie sportive elle-même, les résultats... J'ai fonctionné un peu à l'inverse de ce que je dis aux sportifs aujourd'hui. Je pense que c'est les résultats qui, petit à petit, m'ont amené à avoir confiance en moi. Alors qu'évidemment, la solution, c'est de décider de se faire confiance pour pouvoir avoir des résultats. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Jolie, comment toi, ça résonne pour toi, mental et confiance en soi au service de son projet de vie professionnelle? En fait, ça résonne très très fortement en moi parce que j'ai construit mon projet professionnel grâce à la confiance en soi et au mental, alors que j'étais pas forcément, quand j'étais petite, une enfant qui était réputée téméraire. Je vivais dans un cocon familial, avec des parents favorisés, dans un pays où j'avais un destin tout tracé et je me destinais à une vie déjà qui était préparée. Et j'ai été en rupture en décidant de vivre à Paris, donc de me bâtir par moi-même, de construire par moi-même, et en intégrant l'entreprise où j'ai rencontré des difficultés à trouver un emploi stable, finalement, je me suis retrouvée à être challengée et à devoir croire en mon projet et à me battre pour mon projet. Donc finalement, c'est quelque chose qui, je pense que ça s'est construit et c'est venu aussi avec mon histoire. Tu as fait le choix, en effet, de venir t'installer sur Paris en pensant que, en étant diplômée, le parcours allait s'enchaîner, que tout serait à peu près fluide, même si tu avais un papa qui te mettait en garde. Et pour autant, effectivement, ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça, loin de là. Et tu m'as dit, moi, j'ai été élevée dans la haute société avec un papa militaire qui disait « il faut avoir un mental pour être fort », ce qui à l'époque ne te touchait pas particulièrement parce que le contexte de vie était tellement agréable que ça ne t'évoquait rien. Tu m'as dit, j'étais à contrario douce, très calme. J'aurais plutôt été du style à me laisser marcher dessus parce que voilà, c'était... Et puis en arrivant sur Paris et quelques claques professionnelles sympathiquement reçues, là, il m'a dit, il y a une lionne qui s'est révélée. La vraie vie, quoi. Donc oui, effectivement, donc mon père était le bras droit du président. On vivait dans un cadre où je ne manquais de rien. Donc c'est vrai que ça change un peu de l'image qu'on a quand on est immigré dans un pays, surtout quand on est ressortissant africain. Moi, en tout cas, je me destinais, mais pas du tout à immigrer. Et quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, parce qu'il y a toujours une raison, et c'est l'amour qui en est la raison, j'ai donc annoncé à mon père que je choisissais de vivre en France, de me marier à un blanc. Donc, il y a eu un blanc, dans le sens littéral. Et là, mon père m'a dit à ce moment-là, mais est-ce que tu te rends compte quand même des difficultés que tu vas te créer et tu vas vivre en France? Tu ne seras jamais qu'une immigrée. Ce mot-là, pour moi, ça n'a pas résonné. Je me suis dit, immigré en France, à Paris, quand même, 21e siècle, c'est la capitale de la multiculturalité. Donc, pour moi, tout ça, c'était que des concepts qui étaient un peu has-been. Et quand j'arrive à Paris et que j'arrive déjà à trouver un travail dans une grande entreprise par moi-même, sans piston, je suis assez fière de moi et limite, je regarde mon père en disant, mais tu t'es trompé. Sauf que la réalité, voilà, quand on est femme noire en entreprise, me rattrape assez vite. Et là, finalement, je vais puiser en moi, et c'est peut-être là que, oui, toutes les valeurs qu'il m'a inculquées, parce que, bon, militaire, général, il nous faisait faire du sport quand on était petit, il nous disait, une femme, ça doit se prendre en main, etc.
Ces choses-là, finalement, je pense qu'elles sont remontées et elles m'ont aidé à dépasser toutes les limites auxquelles je faisais face à chaque fois. Qu'est-ce que tu vivais dans ce parcours où tu cherchais à prouver et à montrer ta valeur et où finalement tu passais de mission intérim en mission intérim? C'est ça. Donc, je suis entrée, je suis passée par la moulinette de l'entreprise, tout le process de recrutement, ma candidature était validée, mais en attente de trouver un poste définitif, l'intérim m'a été proposé comme une solution provisoire. Donc, ce qui m'allait très bien, puisque ça me permettait de continuer à faire mon expérience et d'être dans l'entreprise. Et donc, les missions d'intérim sont censées être temporaire. Et quand j'arrivais à la fin de mes missions, j'allais voir les RH pour demander aux RH comment ça se passe, est-ce qu'il n'y a pas de poste. Et là, il y a quelques petites anecdotes que je vais vous partager. Une fois, un RH qui me dit « mais on n'a pas de poste à Paris ». Mais tu viens d'où? Et je lui dis que je viens du Gabon, donc il est tout fier, il est tout content. Alors là, je me dis « super, il va y avoir une proposition ». Et il me dit, écoute, je rentre du Gabon, j'ai été en expatriation, de belles années, belle vie, belle maison, etc. D'ailleurs, je peux t'aider à te rapatrier au Gabon avec un poste. Donc, je venais de me marier, donc c'était un peu embêtant. Et une autre fois encore, je vais voir la RH et je demande à la RH, toujours à la fin des missions, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il n'y a toujours pas de poste? Et puis cette RH me dit, mais t'es femme, t'es noire, jolie, mais est-ce que tu n'aurais pas un tout petit handicap, mais tout petit de rien du tout? On t'embaucherait très rapidement, là, dans le cadre des quotas. Et donc voilà, c'est plein de petites histoires comme ça. Bon, moi, je préfère en rire parce que finalement, voilà, c'était très... Et sur le moment, comment tu les vivais? C'était très difficile. Je peux vous garantir que je n'en rigolais pas. Au contraire, je pleurais. J'étais complètement blessée au fond de moi. Et je me demandais, suis-je réduit finalement à la couleur de ma peau? Parce que j'ai jamais cru, en fait, que le genre, c'était un sujet. J'ai jamais cru qu'être femme noire pouvait être un sujet. Et quand on me le disait en entreprise, parce que bon, quand je parle d'intérim, on me dit oui, mais tout le monde passe par l'intérim. Les entreprises utilisent la voie de l'intérim pour tester les compétences. Sauf que cet intérim a duré quasiment 10 ans. Donc au bout d'un temps, ça commence à devenir un peu compliqué. Et là, je me suis rendu compte que finalement, ça me renvoyait à mon identité et à qui j'étais. Et plutôt que de me lamenter et de me dire « Ah, mon Dieu, mes pauvres Cosette, hein, je suis la pauvre petite noire », je me suis dit « Mais c'est une force en fait, parce que je suis différente et je suis qui je suis. » Et au contraire, j'ai commencé à pleinement l'assumer, à dire « De toute façon, je ne peux rien faire, vous savez, je ne peux pas changer. » Donc, je vais devoir faire avec. Mais je le vivais très très mal, c'était très blessant, c'est très déstabilisant. Et même quand je vous parle, j'ai encore beaucoup d'émotions parce que c'était une souffrance. Et j'avais un moment soit le choix de me soumettre et de continuer indéfiniment cet intérim, soit de me battre. Et j'ai choisi donc de me battre. Magali. Qu'est-ce que cela t'évoque quand tu entends le témoignage de Jolie sur son parcours? Plein de choses. Le premier mot qui me venait là en t'écoutant, c'est la résilience. C'est que finalement, il y a des choses qui nous échappent et ce qui nous échappe pas, c'est la manière qu'on choisit d'y répondre quelque part. C'est-à-dire quand tu dis j'avais le choix soit de le subir, soit d'en faire une force, toi t'en as fait une force. Alors bon, je ne sais pas si vous savez un peu, le problème avec la résilience, c'est que il paraît que ça ne se travaille pas. On l'est ou on ne l'est pas. Moi j'aime à croire que, je pense que c'est vrai malheureusement, mais j'aime à croire qu'on a quand même une marge de manœuvre et que ce qui nous appartient, c'est de pouvoir choisir de se donner les moyens de changer notre regard sur ce qui nous arrive. Et que ça, c'est le point de départ. Voilà. Tu m'as dit effectivement, quand on tournait autour de ce mot mental, tu m'as dit, moi ce que je dis c'est, et si je prenais conscience de ce qu'il y a dans ma tête? En quoi ce qu'il y a dans ma tête, cela peut m'aider ou me desservir? Comment on fait ça? T'as pris plein de notes, hein? Ouais, j'ai...
Alors, moi, quand je travaille en préparation mentale avec les sportifs, notamment, quand ils préparent une échéance, mais donc, par extension, vous comprenez bien où est-ce que je veux en venir, c'est qu'effectivement, ce qu'on peut... Il y a des choses, notamment dans le stress, par exemple, le stress, c'est une réponse d'adaptation de l'organisme face à un événement stresseur. Donc, c'est quelque chose de positif, hein. Mais sauf qu'on ne le voit jamais comme positif. Quand on a mal au ventre, quand on a les jambes coupées, on se dit, ah, ou quand on a la voix qui tremble, ce genre de choses, on se dit toujours c'est la catastrophe, je suis en train de perdre mes moyens. Donc toutes ces manifestations du stress, hein, on peut choisir de changer le regard qu'on porte dessus. C'est-à-dire que libre à vous de vous dire, ok, j'ai la voix qui tremble, j'ai mal au ventre, donc mon corps est en train de se mobiliser parce que il a compris, il considère que l'enjeu est suffisant pour mobiliser de l'énergie. Donc ça, on peut le faire. Ça, c'est en notre pouvoir. Et souvent, quand j'accompagne les sportifs juste sur cette chose-là, sur ce petit point de détail, parce que c'est que la préparation mentale, c'est que des détails, hein. Je change pas la vie, je suis pas une magicienne, mais c'est simplement comment est-ce qu'on redonne du pouvoir à l'individu et comment on lui redonne la main sur des choses qui croient lui échapper. Voilà. À quel moment tu es rentré dans la compétition, toi ? Alors si je vais répondre facilement et pas par une pirouette, ça s'est fait progressivement. Quand on fait du judo, comme moi j'ai commencé très jeune, hein, maintenant on commence encore plus jeune, mais à l'époque on commençait à 6 ans, moi j'ai commencé le judo à 5 ans. Et puis on commence les interclubs assez tôt, mais j'en ai plus de souvenirs. Il s'est avéré que ça marchait plutôt bien, ça devait correspondre à mon tempérament, la bagarre, je sais pas trop, je me bastonnais avec mon frère déjà, donc ça devait être ça. Et puis je suis vraiment, en fait, je pense que la compétition est venue à moi, enfin ça a été une rencontre, c'est-à-dire que ça marchait en compétition, donc j'ai continué, et puis j'ai continué, donc forcément je suis devenue meilleure, et ça s'est fait très progressivement, il n'y a pas eu de construction. Moi, quand j'étais petite, je voulais pas devenir championne olympique, ça tombe bien, je ne suis pas devenue. Non mais parce que je lis plein de témoignages sur des champions olympiques qui disent, mais moi quand j'étais petite, je voulais devenir champion olympique. C'est peut-être pour ça qu'ils le deviennent aussi, je sais pas. Ça peut peut-être aider d'avoir une vision. Mais est-ce que dans ce parcours du très haut niveau, qui n'est pas forcément très tendre, ni avec soi-même, ni avec les autres, comment toi, tu as grandi en tant qu'enfant, puis adolescente? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit justement, tiens, cette compétition, je suis déçue ou frustrée de la manière dont je l'ai abordée, ou j'aurais peut-être pu faire autrement, ou au contraire, à chaque fois, ce que tu vivais t'apportait des réponses et finalement tu te sentais bien? Comment ça s'est passé là-dedans? Ouais, c'est plutôt ça. Moi, je me suis construit, et d'ailleurs, j'ai même construit ma carrière après, parce que quand j'ai commencé à faire la préparation mentale, évidemment, je me suis formée, j'ai fait un DESS, etc. Mais finalement, la méthode que j'ai construite, elle est bâtie sur des allers-retours entre mon expérience personnelle, dans ce qu'elle avait de bon et de pas bon, parce que j'ai fait des erreurs. Non, mais voilà, j'ai manqué de confiance en moi. Je suis passée à côté de compétitions, à cause de ça, je pense. C'est-à-dire, c'est un manque de préparation, de concentration, de motivation? Alors, la préparation mentale devait exister un petit peu quand j'étais en carrière, mais c'était pas vulgarisé, si tant est que ce soit vulgarisé aujourd'hui, ce dont je suis pas convaincue, parce que ça reste très connoté encore. Mais on était aux prémices quand même quand moi j'étais en carrière, donc on faisait pas appel à un préparateur mental. Donc en gros, on se construisait sa méthode tout seul au gré d'essais-erreurs, quoi, quelque part. Et puis après, il y a des rencontres aussi, alors pas avec des préparateurs mentaux pour moi, mais avec des entraîneurs qui m'ont donné des clés. Et puis ces clés-là, j'ai capitalisé avec, et puis j'ai navigué. Et ensuite, quand je suis allée chercher un peu de théorie, ça m'a permis effectivement de comprendre, de bâtir une espèce de méthode pour aujourd'hui pouvoir la proposer aussi aux personnes que j'accompagne. Quelles sont les clés marquantes qu'ils ont partagées avec toi à ce moment-là? En tout cas, que toi, tu as choisi de garder et d'utiliser. Blanc. Alors, je suis pas sûre de pouvoir identifier une phrase. Alors si, il y a une phrase qui a été importante pour moi, mais qui va pas vous parler, mais peu importe. J'ai été juste avant ma place de 3 au championnat du monde à Paris. C'était l'an dernier, bien sûr. Bon, bref, c'était en 97. Et il y avait un des entraîneurs masculins que je connaissais peu, finalement, parce qu'on ne s'entraînait pas du tout avec eux. Et il passe à côté de moi
Et puis il me dit un truc, parce que c'est pas ses mots exacts, mais il me dit c'est une place de 3, t'en feras peut-être pas d'autres dans ta vie. Et parce que c'était mes premiers championnats du monde. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, t'as pas le droit de rater ce match-là, t'as pas le droit de le rater, si ça se trouve, c'est ta seule chance de médaille. Alors, la réalité, c'est que ça aurait pu complètement me figer. Alors, pourquoi ça m'a pas figé, je sais pas. Je pense que j'étais suffisamment mûr. Alors, si j'avais quand même cuté les Jeux Olympiques l'année avant, peut-être ça a aidé aussi un petit peu. Non, mais voilà, dans les anecdotes qui ont été importantes pour moi, il y a eu les Jeux en 96 à Atlanta. Atlanta, j'ai fait la compétition. J'avais un tirage au sort terrible. Au premier tour, je prenais la championne du monde. Et au premier tour de repêchage, je prends la championne d'Europe, que je bats. Parce que, pardon, j'ai perdu au premier tour. Hein, mais après, j'ai un premier tour de repêchage qui était horrible que je gagne. Et après, je reprends une nénette, mais hyper forte. Et je perds. Donc, je fais 9 au jeu. Voilà. Mais sauf que ce qui est important, c'est la manière. Et ce que je me rends compte, c'est que le soir, bon, la finale, les deux filles étaient plus fortes que moi, je pense, à ce moment-là. Par contre, il y avait une troisième qui était une Belge que j'avais toujours battue. Et ce que je me suis dit, c'est de dire, mais en fait, les Jeux Olympiques, c'est la compétition d'un jour. Et qu'en fait, moi, je suis sûrement restée figée par l'enjeu, par les enjeux, parce qu'il y avait le mien, mais il y avait ceux de la fédération, il y avait ceux de la France, il y avait beaucoup de choses autour de ça. Et moi, je suis passée à côté des Jeux Olympiques, mais pas en termes de résultats, hein, en termes de manière d'aborder les matchs. Et ma manière de capitaliser, c'est de me dire, c'est fini. Tes compétitions, tu les fais dans ce qu'elles ont à faire, enfin dans ce que tu as à faire, c'est-à-dire c'est un match après un autre. Une fille qui a 2 bras, 2 jambes, une tête, comme toi, qui s'entraîne. Bon, après, elle te pose plus ou moins de problèmes, c'est sûr. Mais... Et je pense que je suis arrivée au monde aussi, l'année d'après, dans cet état d'esprit, en me disant, voilà, c'est tes championnats du monde à Paris, fais-les, et fais-les. Au sens, alors je le dis volontairement en termes positifs, parce que sinon, c'est ne passe pas à côté. Mais si je dis ne passe pas à côté, vous savez comment ça marche le cerveau, hein, ça marche. Ne passe pas à côté, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Passer à côté. Donc voilà, fais-les, et je les ai faits. Et cette phrase-là, elle est venue résonner à ce moment-là, je pense, en disant, voilà, c'est peut-être la seule fois que tu feras une place de 3. Il s'est avéré que c'était vrai. Tout s'est enclenché. C'est pour toi la question, mais Jolie m'a dit, le mental, ça se muscle. Et elle m'a parlé d'endurance et de pugnacité. C'est toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je suis d'accord. Comment on muscle le mental? Comment on le muscle le mental? En se parlant, en se faisant confiance en soi, justement, en décidant de prendre le taureau par les cornes et arrêter de se victimiser. Enfin, je rejoins un peu ton témoignage, c'est de dire qu'est-ce qui m'appartient, sur quoi, enfin voilà, qu'est-ce qui est de mon ressort, sur quoi je peux jouer. Et donc, je prends je saisis chaque opportunité qui m'est donnée. Donc, que ce soit par rapport à du stress, que ce soit par rapport à la confiance en soi, par rapport à même la manière dont on approche les événements. C'est-à-dire, ok, demain j'ai un entretien d'embauche, le truc hyper classique. Comment je me représente ce moment-là? Est-ce que j'y vais en m'excusant d'y aller, ou est-ce que je dis, mais le poste, voilà, je le veux. Et c'est pas, je vais pas le demander du bout des lèvres. Hein. Ok, je suis compétent pour y aller. J'ai les compétences pour pouvoir remplir ce poste, donc je demande pas. Je prends conscience de tout ce dont je dispose et de pourquoi c'est moi qui dois le faire. Jolie, tu m'as dit également que le mental, pour toi, renvoyait à des problèmes de légitimité. C'était cela, ça t'évoquait ça? Oui, ça m'évoque ça et j'étais en train d'y penser là quand Magali parlait, comment finalement on construit notre confiance en soi. C'est vraiment en se parlant, en croyant en notre projet. En Afrique, il y a un proverbe qui dit, et je pense que ça se dit aussi ici, avant de vouloir que les autres ne te considèrent, considère-toi toi-même. Je le dis pas avec l'accent parce que j'ai pas d'accent. Mes parents voulaient que je parle un français impeccable. Du coup, voilà. Et c'est vrai que, en tout cas moi dans mon cas, quand je me présentais, parce que le nombre de refus que j'avais, je ne les comptais plus,
Et d'ailleurs, quand je me présentais, je me préparais plus à comment je vais répondre au refus qu'on va m'accorder, plutôt que de m'attendre à la réponse positive. Bon, c'était un peu du fait de mon histoire. Mais voilà, je me parlais et je croyais en ce que je faisais, et je me suis toujours dit, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Des fois, c'est des questions de timing, des fois, c'est des questions de personnes, des fois, c'est des saisons. Il faut prendre quelquefois son mal en patience. Ce n'est pas la première qualité que j'ai, la patience. J'avais envie que les choses se passent vite et bien, mais sauf que tout ne dépendait pas que de moi, hein. Il y avait d'autres parties prenantes. Et je reviens au point de la légitimité. Et quand je me présentais à des entretiens, j'avais souvent la question, mais pourquoi on vous prendrait vous ? Pourquoi ? Et c'est vrai que après j'avais ma réponse, etc. Chacun de nous doit préparer sa réponse. Hein. Pourquoi on te prendrait toi plus que quelqu'un d'autre ? Et l'autre chose aussi, c'est que quand je me suis retrouvée en entreprise, donc une fois que j'ai passé le statut intérimaire et que je suis devenue collaboratrice, etc., maintenant il y a la question de construire sa carrière. Et là, on fait face à des personnes qui nous font comprendre qu'on n'est pas légitime. Et la légitimité, en tout cas moi, je l'ai acquise par la compétence, en travaillant. Et des fois, on se dit, oui, en tant que femme, on doit travailler encore plus dur. En tant que femme noire, des fois, on se dit qu'il faut travailler encore plus dur. Mais je me suis toujours attelée à faire mon travail, à bien le faire, de manière à ce qu'on ne trouve pas de faille dans ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'on a souvent un problème de légitimité. C'est très féminin, on est un peu, j'ai envie de dire, comme ça. Mais ça se travaille dans la posture qu'on a aussi. Après, il y a des personnes qui me disent « Mais tu dégages énormément de confiance en toi ». Je dis c'est à l'heure, parce que j'ai des doutes. Mais je crois que le fait de me parler, de croire en mon projet et de venir simplement le défendre avec ma foi, ma conviction et mes valeurs, je pense que voilà, c'est tout ça. Par rapport, je rebondis, mesdames, inspirez-vous des hommes. Inspirez-vous des hommes, mais vraiment. Ils ont ce culot qui nous manque. C'est vrai que je vois le nombre de femmes que j'accompagne qui ont ce problème de légitimité. Elles me disent « Ouais, mais moi, pourquoi moi ?» Je dis « Mais regardez les mecs, regardez comment ils fonctionnent. Quand on leur propose un poste, vous voyez qu'ils se posent la question « Pourquoi moi ?» Ils savent qu'ils n'ont pas les compétences, mais ils n'ont pas peur. Pardon, messieurs. Non, mais... C'est pas ça que je voulais dire. Ah, mais c'est dit. Hein. Non, mais c'est ça que je dis. Inspirez-vous de ces mecs-là qui doutent de rien. Parce qu'ils savent qu'ils les ont pas, mais ils sont convaincus qu'ils vont les développer. Ouais, oui, mais je voulais prendre les applaudissements avant. et ça, on doit apprendre ça. On doit apprendre ça. Parce que nous, on se dit toujours, tiens, j'ai pensé à ce poste et tout. Le premier truc qui se met en tête dans nos têtes, c'est de, pourquoi moi ? C'est ça qui se met en tête. Mais pourquoi moi ? Est-ce que je saurais faire ? Mais bien sûr qu'on saura faire. On n'est pas plus bête que les autres. On n'est pas plus bête qu'un mec. Pardon, non, j'arrête. Mais par rapport à justement à cet enjeu de la légitimité, tu l'as également relié à la question de l'identité. Exactement, je voulais rebondir en disant que ma légitimité, elle est dans mon identité aussi. Et parce que je suis qui je suis, hein, voilà, je ne l'ai pas acheté. Et c'est ce que je suis. J'ai été élevée avec des valeurs, j'ai eu la chance de vivre au contact de plein de cultures. Toutes ces choses m'ont enrichie. Et c'est ce que je suis aujourd'hui, que j'apporte à l'entreprise, que j'apporte même dans mes relations. Et j'ai envie d'être alignée avec qui je suis. J'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre parce qu'il faudrait que je rentre dans le moule. De toutes les façons, je peux pas être blonde. Je le suis de l'intérieur, je vous rassure.
mais pas de l'extérieur. Donc, je ne peux pas rentrer dans le moule. Et voilà, et je fais avec, et je pense que c'est ce que j'essaye d'inculquer à ma fille, qui, du coup, est métisse entre deux cultures. Donc, je lui dis, tu n'es pas blanche, tu n'es pas noire, tu es métisse. Tu es toi. Moi, je ne suis pas, métisse. Et j'essaye de lui apprendre ça parce que je crois que c'est fondamental d'être aligné avec qui on est. Et c'est ça qui se voit. Il y a une chose qu'on partage tous ici, hommes et femmes, pour le coup, hein, c'est notre singularité. Donc, effectivement, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes qui vous êtes. Hein. Et il y a des forces énormes là-dedans. Et si vous prenez conscience de ça, vous pouvez affronter n'importe qui. Hein. Et c'est là où, dans nos échanges au préalable, sur la question d'identité, Jolie me disait « ce n'est pas parce que je n'y suis pas arrivée que cela remet en question qui je suis ». Sauf que, quand on vit avec les autres, des fois on finit par être imprégné de leur regard ou de ce que l'on imagine être leur regard et le jugement, et on se laisse déphaser, et parfois on s'éloigne un peu de qui l'on est, en ne sachant plus qui l'on est, quelle est notre identité, et on se sent encore plus illégitime, et c'est un cercle vicieux qui se met en place et qui est tellement douloureux que ça rajoute encore de la fragilité. Alors, tous mes amis de promo qui étaient venus en Europe faire leurs études avec moi, ils sont tous rentrés, ils ont des postes super importants. Et je suis très contente pour eux. Quand je vais à Libreville, je suis reçue, ils sont dans des cabinets ministériels, etc. Ils occupent les plus hautes fonctions. Et quand je me retrouvais face à ces personnes-là, c'est sûr que c'est là qu'on voit un peu comment on a évolué. Hein. Et ils me demandaient comment ça se passait pour moi. Mais j'étais en phase, je savais, j'étais même pas dans l'envie, au contraire, j'étais contente pour eux et je savais que, voilà, moi j'étais en marche, j'avais fait un choix différent qui prenait peut-être un peu plus de temps, mais au bout duquel j'ai toujours eu cette conviction au plus profond de moi, c'est qu'il n'y avait pas de raison que j'y arrive. Ne me demandez pas d'où elle vient, mais je savais, donc je me prenais des claques, un bon coup, je pleurais et puis je me relevais. Et je continuais à aller de l'avant parce que j'ai cette confiance. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas, c'est quelque chose qu'on n'achète pas, c'est quelque chose qui se construit quand on décide de vouloir le travailler. Que l'on décide de s'offrir à soi-même, finalement. Absolument. Tu m'as dit, le mental, souvent, il reste fragilisé malgré tout. Mais c'est là où c'est important de travailler peut-être aussi là-dessus, en identifiant notamment tous ces petits coups, toutes ces petites phrases avec lesquelles parfois on grandit, on évolue. Alors ça peut être le cercle familial, mais ça peut être aussi scolaire, ça peut être même dans les activités que l'on fait, et plus tard dans la vie active, la vie professionnelle, où en fait on entend plein de petites phrases finalement toxiques qui nous mettent dans des cases, mais avec lesquelles on avance, et à un moment donné, il y a peut-être des périodes de vie où, quand on est notamment en remise en question ou pour X raisons, voulues ou non, où ça peut être intéressant de faire un travail sur soi pour essayer justement de voir ce que l'on a reçu et peut-être commencer à voir comment déconstruire tout ça. Je vais répondre par une anecdote. J'avais rendez-vous avec un fournisseur avec qui j'ai échangé par mail et par téléphone. Il entendait Jolie Andrès et on devait se rencontrer pour négocier un contrat. Et j'étais à l'accueil, j'attendais et le monsieur est arrivé. Il allait voir les personnes à côté en disant oui, bonjour Jolie Andrès, non. Et moi je souriais parce que je savais. Il allait voir toutes les personnes qui étaient pour le coup blanches, sauf moi. Et je souriais. Et à un moment donné, quand il est venu vers moi, parce qu'au téléphone, il m'avait dit oh, des fois, vous savez, les immigrés, ils exagèrent un peu quand même. Et puis j'étais là, mais bien sûr qu'ils exagèrent un peu. Et quand il est venu, et je pense que je lui ai dit Jolie Andrès, j'ai vu son visage complètement décomposé. Alors, sans vous parler de toutes les blagues, de toutes les petites phrases qu'on a tous les jours entre collègues, souvent qui passent sous le ton de la blague. Oui, c'est vrai qu'on doit faire avec. Mais moi, je me dis pas, je suis en lutte contre. Au contraire, moi, je crois aussi que quand on connaît pas quand on connaît pas les cultures, c'est là qu'on a des peurs et c'est normal. Hein.
L'être humain, voilà, quand il ne connaît pas, il a peur. Et j'essaye de déconstruire en communiquant, en valorisant la diversité qui aujourd'hui est un réel atout pour emmener les uns et les autres à s'ouvrir, parce que finalement, depuis que tu me connais, je pense que ça se passe encore mieux que si tu ne me connaissais pas ou que tu me croisais simplement dans la rue. Donc voilà, on déconstruit ces préjugés en communiquant pour emmener les gens à l'inclusion et au mieux vivre et travailler ensemble. Magali ? Alors, moi, je pense que je vais répondre sur un terrain un petit peu sportif par rapport à ça, mais je pense que j'ai l'habitude de dire que chaque défaite, chaque difficulté que vous rencontrez, ça peut être des petites phrases, mais en tout cas, chaque défaite porte en elle les germes des victoires à venir. Et le tout, ça renvoie à la capacité à se remettre en question, à analyser le plus objectivement possible ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, encore une fois, quand je travaille avec les sportifs, quand on fait ce travail-là, c'est-à-dire que ceux qui me disent c'est la faute de l'arbitre, yes, ok, c'est pas gagné pour la suite, quoi. C'est-à-dire, ok, et qu'est-ce qui t'appartient à toi? Parce que c'est là qu'il va pouvoir travailler et le progrès, il est ici. Mais c'est pas toujours facile de se regarder dans le miroir après une défaite. Et d'ailleurs, moi, ça c'est une anecdote que j'ai vécue. Je me rappelle très très bien. Je perds, c'était une compétition, ça devait être un championnat de France, je pense. Et je perds sur une fille qui avait un judo pourri. Mais quand je vous dis pourri, c'était pourri. Mais j'ai jamais battu. Hein. C'est incroyable. Là, cette nénette, elle m'a toujours battu, mais j'y arrivais pas. Elle a été de travers, c'était impossible. Et je me rappelle donc un soir, après la compétition, je prends ma douche et je vois le grand miroir en sortant de la douche. Et je lève la tête, je me regarde. Et en fait, j'ai pas réussi à supporter mon regard. Parce que je savais que c'était moi qui avais perdu, que c'était pas elle qui avait gagné, que c'était moi qui avais perdu. Et ça aussi, ça a été un des déclics. Qu'à un moment donné, je me suis dit, non mais maintenant, c'est fini, tu laisses plus les matchs, fais-les tes matchs. Parce que ce que j'aurais pu dire, je sais plus ce que j'ai dit à ce moment-là, mais c'est de dire, non, mais ce que je viens de vous dire, voilà, un judo trop pourri, elle m'a battu. La vérité, c'est ça. Donc en gros, qu'est-ce que je pouvais construire moi comme stratégie pour, sur ce type-là d'adversaire, trouver une stratégie qui serait payante. Je me pose encore la question. Est-ce que c'est vraiment, tu en as parlé tout à l'heure, c'est de la préparation mentale pour aborder un objectif finalement aussi. Et c'est ce que tu vas projeter de cet objectif-là, mais de comment tu vas choisir de te positionner pour essayer de le remporter. Et parfois, après coup, on se rend compte qu'en fait, on pensait avoir tout donné et en réalité, on n'était peut-être pas totalement ou investi, ou engagé, ou mobilisé. Alors, j'ai plein de tiroirs pour répondre. Alors, je vais essayer je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre. Non, mais je crois que il y a la préparation mentale et puis il y a ce qui est plus profond. C'est-à-dire que moi, quand je travaille en préparation mentale, c'est ce que j'explique aux sportifs ou aux politiques. Je leur dis, on va travailler sur la couche superficielle. C'est-à-dire que la confiance en soi par rapport à l'estime de soi, très clairement, l'estime de soi, c'est quelque chose qui relève d'un suivi psychologique pour le changer. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est le regard qu'on porte sur soi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit quand on est tout enfant. Sur ce qu'on intériorise, ce qu'on croit avoir reçu ou pas reçu de l'amour des personnes référentes. Ça, c'est l'estime de soi. Quand c'est atteint, c'est pas un préparateur mental qui va changer ça. Il ne faut pas se mentir. Par contre, la confiance en soi, c'est plutôt la capacité de croire, enfin, en tout cas, c'est la croyance dans sa capacité à réussir une tâche donnée. Donc, on peut très bien avoir une estime de soi déplorable et être un tueur à gages ou une tueuse à gages, puisqu'il y a plus de femmes. Moi, je peux croire que, de toute façon, je mettrai 100% des paniers de basket à chaque tir, et pourtant, je peux penser que je ne vaux rien. De la même manière, on peut avoir une très grosse estime de soi, penser qu'on est quelqu'un de bien, qu'on vaut la peine, et pour autant manquer complètement de confiance de soi dans sa capacité à réussir un pauvre panier. C'est deux choses qui sont décorrélées. Ça se travaille. La confiance en soi, beaucoup plus facile. Mais l'estime de soi aussi se travaille. Mais c'est un travail qui est beaucoup plus long. Ça travaille avec un psychologue. Il faut revenir sur ces années-là, sur comment ça s'est construit, peut-être pas bien construit. Et alors là, on est sur un suivi psychologique. Comment on arrive à comprendre si finalement on manque plus de confiance en soi ou si c'est l'estime de soi ou comment intérieurement on peut identifier déjà ce que vous pensez de vous.
Alors, on n'est pas forcément les plus objectifs pour s'auto-évaluer. Le mieux, c'est encore d'aller voir un spécialiste. Parce que si vous allez voir quand je dis un bon préparateur mental, c'est quelqu'un qui sait rester à sa place, qui ne se prend pas pour un psy, très clairement. Voilà. Et il va le sentir, parce que normalement, il est formé à ça. Il va sentir que ça ne relève pas de son champ. De la même manière, si vous allez voir un psychologue qui vous dit « vous allez très bien, madame », ou monsieur, c'est plié aussi. Ça veut dire que c'est pas les bonnes personnes. Donc ça, c'est une manière de faire. Et si vous n'allez pas les voir, les personnes, écoutez ce que vous disent les gens aussi. Si dans votre entourage, on vous dit mais un peu plus confiance en toi, posez-vous aussi la question, est-ce que ça relève d'une capacité à réussir une tâche donnée, ou est-ce que c'est plus général ? Il y a un autre mot qui a été évoqué et qui fait partie du sous-titre de cette table ronde, c'est le stress. Et surmonter son stress, dépasser son stress. Toi, Magali, tu m'as dit spontanément, le stress, c'est quelque chose d'hyper positif. Et il y a une méthode pour, en tout cas, ça se travaille aussi pour le voir comme ça, ou peut-être changer un paradigme que l'on a sur le stress. Il y a peut-être aussi des stéréotypes et des préjugés sur ce mot. Déjà, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Déjà, il y a déjà un contresens entre ce qu'est le stress et ce qu'on en a fait. Parce que quand Anne Sellier, qui a été la première personne à travailler, enfin à identifier en tout cas le mécanisme, l'a mis à jour, il l'a bien défini comme la capacité d'adaptation de l'organisme à se mobiliser contre un événement stresseur. Dans la définition même du mot, c'est quelque chose de positif. Lui, il a travaillé sur des rats, il a envoyé des stimuli électriques, et il s'est aperçu que le rat, les rats qui faisaient des petites chatouilles, immobilisaient tout seul un certain nombre d'éléments pour pouvoir faire face à ça. Donc, typiquement, c'est valable pour les rats et pour nous, quand on est face à une compétition, face à un entretien d'embauche ou face à etc. Voilà, vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui va augmenter, vous allez avoir une augmentation de la tension artérielle, vous allez avoir, c'est ce que je dis toujours, une vasodilatation au niveau des viscères et du cœur avec la fréquence cardiaque et même au niveau des jambes. Vous allez à l'inverse avoir une diminution des vaisseaux sanguins aux extrémités, mais c'est des réactions qui sont animales et qui sont hyper utiles. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça on ne peut pas le changer, mais pourquoi le changer ? C'est ultra positif. Changeons par contre l'interprétation qu'on fait de ça. Quand vous avez mal au ventre, je viens de vous le dire, c'est juste parce que vous avez plus de sang qui est en train de circuler, parce que vous êtes en train de vous préparer à un combat là virtuel dans le cadre d'un entretien ou dans le cadre d'un examen ou dans le cadre de etc. Et alors, nous c'est pas virtuel, on est vraiment dans le combat, mais il y a d'autres disciplines. Je veux dire, les gens qui vont tirer à la carabine ou bien qui vont, il y a plein de disciplines sportives dans lesquelles il n'y a pas l'affrontement, et pour autant, on ressent le corps se prépare à être mobilisé pour donner le meilleur de lui-même. Donc c'est juste ultra positif. Donc changeons notre regard, et au lieu de se dire oh, j'ai mal au ventre, de se dire ok, l'enjeu il est là, je suis prête. Et ça on le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on vient pas me voir. Mais parce qu'on le sait pas tant que ça. On le sait pas tant que ça. Tu évoques effectivement très justement, parce qu'en plus ça nous permet d'avoir les images de différents sports mais par exemple, toi, tu as créé ton entreprise il y a quelques années. Et là, la création d'entreprise fait aussi partie des opportunités de reconversion et d'évolution de carrière. Le stress, est-ce que tu t'es retrouvé avec le même type de stress, comment ça se passe ? Est-ce que c'était résultat ce que tu as vécu avec le sport quand tu t'es dit allez maintenant je monte ma boîte, t'es allé à la CCI, t'as fait des démarches, de l'accompagnement, est-ce qu'il te manquait des choses ou est-ce que tu avais des atouts ? Tu veux dire au niveau mental ? Ouais, ce stress-là, parce que c'est bien physiquement on se dit qu'on va se mobiliser, mais quand on est face à quelque chose de conceptuel, comme justement créer sa boîte et développer son projet, ou y aller et lâcher prise et foncer, et que le stress nous envahit un peu comme une vague. Alors, je pense qu'il faut accepter l'incertitude. Ça, c'est aussi, quand j'accompagne les sportifs, c'est aussi ce que je leur dis. C'est-à-dire que moi, ma méthode de préparation mentale, c'est pas d'accompagner les sportifs en leur disant on va réduire au maximum l'incertitude, je vais vous préparer à tout, on va mettre en place des routines, des machins. Je sais que j'ai des collègues préparateurs mentaux qui le font.
Si ça marche pour certains, j'ai rien à dire là-dessus. Mais moi, c'est pas ma manière de faire, parce que moi, je pense que c'est impossible de contenir l'incertitude. L'incertitude, elle fait partie de la compétition sportive. Par définition, voilà, la compétition sportive, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer en termes de résultats. Comme dans la vie en général, en fait. Merci. Comme dans la vie en général. Donc, je préfère développer la capacité des personnes que j'accompagne à faire face à l'imprévisible. Et la création d'entreprise, typiquement, c'est ça. Quand on se lance, il y en a peut-être qui savent que ça va marcher, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Et puis, c'est une prise de risque. Donc, en gros, c'est comment j'accepte ça, comment cette incertitude... peut-être je la transforme en challenge, comment je développe, enfin quel type de stratégie je développe pour y faire face, sachant que de toute manière, voilà, vous allez rencontrer ça, c'est obligé. C'est obligé. Enfin, moi aujourd'hui, il y a 2 ans, je fais une super année, l'année dernière, je fais une année moyenne, cette année, j'ai des belles perspectives. C'est la vie de l'entrepreneuriat. Alors après, effectivement, il y a des stades aussi. Il y a des stades dans les entreprises, mais quand on lance sa petite entreprise au départ, je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui, du premier coup, ça marche du feu de Dieu. C'est pas la vie, quoi. C'est la vie de certains. Mais c'est une minorité. Il faut prendre conscience de ça. Donc préparez-vous juste à l'adversité. Ça fait partie du chemin et ça va vous rendre plus fort aussi. Parce qu'encore une fois, quand je disais que les défaites d'aujourd'hui, elles contiennent les germes des victoires de demain, c'est ça, c'est parce que vous allez rencontrer des difficultés aujourd'hui que vous allez capitaliser dessus, revenir, comprendre, que vous allez mobiliser des stratégies pour devenir meilleur demain. C'est finalement ce qui permet de se découvrir chaque jour un peu mieux soi-même et de révéler son propre potentiel et de se dire ça alors je ne pensais pas que ça je serais capable de le faire. Et célébrer, à chaque fois que vous passez un cap, célébrez vos victoires. Parce que ça c'est typiquement féminin aussi. Mais c'est vrai, quand on sait faire un truc, c'est pas dur, puisqu'on sait le faire. Donc on oublie, donc on passe direct, next. Alors, je me mets à cet objectif-là. Vous allez mettre 3 semaines, vous allez mettre 6 semaines, vous allez mettre 1 an, vous allez mettre 2 ans, peu importe. Le jour où vous êtes là, vous êtes en train de dire, je veux aller là maintenant, parce que c'est facile ça. Mais vous avez mis 3 semaines, 6 mois, 1 an pour le faire. Célébrez quand vous arrivez à une victoire, quelle qu'elle soit. On oublie toujours de le faire, c'est super important. Parce que ça, c'est valorisant. De dire, ça, c'est fait. C'est bon pour la confiance et l'estime de soi. Yes. Jolie, qu'est-ce qui peut te stresser, toi, aujourd'hui, dans ta vie? Bonne question. Alors, moi, je partage ce que disait Magali sur le stress, sauf que je le vis différemment. J'aurai moins les mains qui tremblent, j'aurai moins des signes extérieurs de stress. Je serai peut-être plus à l'intérieur, j'aurai peut-être plus le cœur qui bat, vraiment le palpitement du cœur, etc. Mais je le vis encore, c'est pas que je suis exemptée de stress. Aujourd'hui, donc, moi, je présente à des patrons, je présente à des personnes en position en entreprise, ma vision du leadership, ma vision de l'inclusion, de la diversité, etc. Et des fois, quand je dois me présenter devant ces personnes qui ne partagent pas toujours ce que j'ai envie de leur dire, je suis quelquefois stressée, oui, je suis stressée puisqu'il faudrait que je convainque, il faudrait que mon discours passe, que mon message passe, etc. J'ai eu beaucoup de moments de stress aussi par rapport à ma situation professionnelle parce que j'étais toujours en dents de scie, en fait. Je ne savais jamais à quel moment mon contrat allait s'arrêter, à quel moment il allait reprendre. Et des fois, je m'attendais à ce qu'il continue et puis il s'arrête. Et un jour, une petite anecdote... il y a la DRH qui lance une alerte en disant Jolie André, ça fait plusieurs années que vous continuez son contrat d'intérim, donc stop. Soit vous la recrutez, soit vous arrêtez le contrat, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Alors moi, c'était assez positif parce que je me suis dit ça va mettre fin à ma situation de précarité. Sauf que le sujet donc est remonté au DRH Group. On parle quand même d'un groupe à cette époque-là de plus de 100 000 collaborateurs. Donc je suis assez flattée que mon nom soit remonté jusqu'à lui. Mais par contre, on me dit que je dois quitter l'entreprise parce que je ne suis plus couverte par les assurances.
Donc, je suis en stress en sachant que mon sort va être scellé. J'aimais cette entreprise, j'y travaillais déjà depuis des années. Alors, certains me diraient, mais il y a d'autres entreprises. Oui, je postulais par ailleurs, mais le fait que, finalement, ces contrats soient renouvelés, c'était devenu maintenant un peu comme un boulet, puisqu'en fait, les recruteurs me disaient, mais sur votre CV, il n'y a que cette entreprise, donc pourquoi ils ne vous gardent pas? Merci, au revoir. Et donc, je quitte l'entreprise et je suis chez moi, j'attends. Et là, je me dis, lâcher prise, c'est plus entre mes mains. J'ai fait ma part, maintenant j'attends. Et le lendemain, donc, ma N+2 m'appelle en me disant, super, Jolie, tu peux réintégrer l'entreprise, on a trouvé une solution, il faut que tu viennes et qu'on te la partage. Donc je viens la voir. Et là, elle me dit, écoute, on a négocié, on est arrivé au bout du bout, on peut renouveler ton contrat pour 1 mois. Tu as 1 mois pour quitter l'entreprise. C'est le maximum qu'on ait pu faire. Ok. Bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant 1 mois, et je pense que c'est là où j'ai vécu une période de stress au maximum, parce que pendant 1 mois, je devais continuer à faire mon travail et à le faire le mieux possible. Et là, oui, j'ai su ce que c'est venir au travail avec la boule au ventre le matin, avec tout le regard, vous savez, des collègues. Ma pauvre, qu'est-ce que tu vas faire après? Vous êtes toutes les deux des mamans. Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre au fur et à mesure? Parce qu'il y a ce que l'on vit, ce que l'on partage avec les autres, et notamment avec les générations qu'on accompagne, les enfants qui grandissent, mais qui nous apprennent beaucoup aussi, parce qu'ils sont dans une spontanéité qui parfois, moi je le vois tous les jours en termes de mental ou de confiance en moi. Quand j'ai vu ma petite fille juste apprendre à marcher, tomber sans arrêt pour y arriver, j'étais en train de développer mon entreprise, ça m'a beaucoup servi. C'est peut-être tout bête parce que c'est du quotidien et que ça fait partie de la vie, mais ça a été justement un rappel de la vie, de ce qu'est la vie et du fait que quand on s'initie à quelque chose de nouveau, c'est juste normal de devoir l'apprendre et que dans l'apprentissage, il y a les choses que naturellement on va réussir à faire plus facilement et d'autres où on va avoir quelques écueils et on va peut-être se prendre quelques bûches avant d'y arriver. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que dans l'évolution de carrière, en plus, il y a la carrière en elle-même, il y a l'articulation avec la vie personnelle, ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut transmettre. Comment ça se passe? Les enfants sont terribles. Ils sont terribles parce qu'ils nous renvoient au visage, évidemment, tout ce qu'on fait pas bien. Donc moi, j'ai une fille qui va avoir 5 ans, là, le mois prochain. Et c'est horrible parce qu'en fait, je vois qu'elle n'a pas confiance en elle. Sa prof, elle me dit ça. Je le vois. Elle me dit, merde. Allô, monsieur mon psy, s'il vous plaît. Non, mais je trouve que c'est difficile parce que je crois aussi que... Alors, j'en suis là aujourd'hui, mais peut-être que si on se revoyait dans 6 mois, je vous dirais peut-être autre chose. J'ai pas de certitude par rapport à ça. Je crois que le lâcher-prise, il est super important avec nos enfants. Et que oui, nos enfants, ils nous apprennent. Et que la meilleure chose à faire, plutôt que de vouloir leur apprendre, c'est de leur faire confiance, justement. Et moi, j'ai l'impression que si je devais m'entêter sur ce point-là de la confiance en soi, de dire mais si, vas-y, prends la parole, plus je vais faire ça et je suis convaincue que plus ça va la bloquer. Alors que finalement, sûrement que la meilleure... Mais pourtant, si elle en est là, c'est peut-être aussi parce que moi j'ai déjà projeté beaucoup de choses sur elle, vraisemblablement. Donc je suis plutôt dans cet état d'esprit de dire lâche, flux la paix et regarde-la se débrouiller. Voilà. Et puis j'essaie de créer les conditions après, mais je vais peut-être essayer d'en faire le moins possible. Joli. Moi, je trouve que moi, je fais face à double problématique. Déjà, la biculturalité. Moi, avoir une enfant qui a un côté français et un côté africain, en sachant que moi, dans ma culture, enfant soumis aux parents, on répond pas aux parents, on se tait quand les parents parlent. Et ma fille, c'est tout l'inverse. C'est vraiment la génération Z avec un caractère bien trempé. Et c'est tant mieux, je suis assez contente. Donc ça m'enseigne aussi, quand je la regarde, je suis en permanence lâcher prise parce que je ne peux même pas essayer de reproduire le modèle que j'ai moi-même eu, si ce n'est lui transmettre des valeurs que j'espère elle gardera. Mais moi,
ce que ça m'a surtout inspiré d'être mère, et ça tombait bien parce que, alors pour la petite histoire, donc j'ai passé des entretiens pour travailler chez Engie, j'étais enceinte de 6 mois devant un jury de 7 personnes. Ils n'ont pas vu la grossesse. Et puis ils m'appellent à 1 semaine avant mon accouchement et ils me disent on a une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Donc je dis à celui qui serait mon futur patron de commencer par la bonne parce que j'accouche la semaine prochaine. Donc lui, ok, on n'a rien vu. Il me dit bon, la bonne, c'est que on est tous d'accord qu'il faut t'embaucher. Tu as des compétences, tu es brillante, etc. Machin, tu nous as tous convaincus. La mauvaise nouvelle, la moins bonne, on va dire, c'est qu'on veut te prendre en intérim. Je me dis, mais décidément, sors de ce corps. et je m'effondre en larmes, mais bon, on est au téléphone, donc il ne me voit pas. Et il me dit, moi, je suis convaincue, on a été divisés en 2. Il y en a qui veulent l'intérim et tout. Bon, on va couper la poire en 2 et on va te faire un contrat d'intérim. Mais à l'époque, il me vous voit, hein, mais il me dit, on a quelques points communs. Je vous ai dit 2 points communs, mais je ne vous ai pas dit le 3e point commun. Les 2 points communs, c'est qu'on avait fait la même école et qu'on avait travaillé dans la même entreprise. Il me dit le 3e point commun, c'est que j'ai un enfant que j'ai eu avec ma femme, mais j'ai adopté 2 enfants africains. Et le jour de votre entretien, j'ai vu que l'on portait le regard que l'on porte sur mes 2 enfants noirs. Donc je sais que cet intérim-là, voilà, je ne suis pas d'accord, mais je suis persuadée que vous allez faire vos preuves et que ça va se transformer. Donc moi, je veux vous déculpabiliser. Et ces paroles, finalement, ont été comme un baume, en fait, ça m'a guéri, parce qu'ils mettaient enfin les mots sur quelque chose que moi, je n'arrivais pas à dire, ou peut-être que j'occultais, que je refutais volontairement, peut-être. Et donc, bref, je me retrouve pour signer mon contrat et la RH me parle de tous les avantages. Je dis, mais allez-y droit au but, je suis une intérimaire, j'ai pas tous ces avantages. Elle me dit, mais non, attendez, j'ai quand même un contrat, un CDI devant les yeux. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai su plus tard qu'entre les échanges de mails, c'était tellement la bataille entre ceux qui disaient, mais non, on va la prendre en CDI, mais non, on va la prendre en intérim, que la RH, en fait, c'est sur une erreur qu'elle m'a sorti le CDI. Mais jusqu'au bout, quoi. Et quand j'ai vu comment finalement c'est arrivé, et j'accouchais donc la semaine qui suivait, et je partais en congé maternité, donc je devais commencer mon nouveau travail le 2 septembre 2014, vous voyez, je m'en souviens comme si c'était hier. Et quand j'ai vu que cette page se tournait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais léguer à ma fille qui est en France, qui est française, qui est métisse, donc qui ne sera jamais blanche. Et je me suis dit, c'est là que j'ai décidé d'écrire mon histoire, pour non seulement tourner la page, mais pour lui donner quelque chose, pour qu'elle sache ce que sa maman a vécu, parce que là, elle ne s'en rend pas compte, elle a 5 ans et demi, elle ne se rend pas compte. Et je me suis dit, voilà, je veux lui laisser à elle et peut-être aux générations futures. Et donc voilà, c'est ça, finalement, c'est cette maternité qui a levé ce combat et cette envie, finalement, de partager mon histoire pour que, voilà, comme on dit, plus jamais ça. Ouais, j'étais en train je pensais à autre chose, mais c'est vrai que moi, j'essaye aussi, hein, avec ma fille, dans un cadre un petit peu différent, mais c'est difficile à 5 ans et demi aussi de mettre des mots, de comprendre. Parce que ce qui est génial avec les enfants à cet âge-là, c'est qu'ils sont tellement purs. Hein. Eux, ce qu'on leur donne, c'est la norme. Et après, c'est quand ils se confrontent au regard des autres, qu'ils sont confrontés au fait qu'ils peuvent être différents d'une manière ou d'une autre. Et moi, ce que j'essaie de lui dire, c'est que le regard des autres, il leur appartient. Mais voilà, je lui dis ça. Je ne sais pas comment je lui dis, et je ne sais pas comment ça rentre. Mais j'espère que ça va la construire, en tout cas.
Un peu comme le papa de Jolie qui l'a boosté sur le mental et à un moment donné, c'était pas... Mais ça rentrait et le jour où elle en a eu besoin, elle a pu Je vais continuer à être super fort avec ce que tu as dit. Mesdames, messieurs, on va accueillir à nos côtés Lee, la partenaire voilà, de Christelle Gauzet, qui doit être en train d'atterrir, j'imagine. Elle est toujours dans l'avion. Lee, merci beaucoup de venir à nos côtés et de prendre place sur cette table ronde sur le mental, la confiance en soi, et de te représenter toi et de représenter en même temps des fidèles. Voilà ce que vous faites toutes les deux avec Christelle. Bienvenue. Merci. Merci pour cet accueil. Je veux vous dire bravo, mesdames, pour vos parcours plus qu'inspirants, que je partage totalement, notamment effectivement quand vous racontez que le mental, la confiance en soi, ça se construit, c'est un travail de longue haleine, de petite victoire en petite victoire, et qu'il faut un jour un déclic effectivement aussi pour que ça se révèle à nous. Effectivement, avec des fidèles, avec Christelle, mon associée, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de transmettre et qu'on a envie de provoquer chez les femmes, ce petit déclic qui, à un moment donné, justement, va donner de la force et de la confiance pour se construire dans le quotidien ou dans son projet professionnel. Des fidèles, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qu'on a montée il y a très peu de temps, il y a maintenant 2 ans avec Christelle, et qui organise des événements sportifs féminins et solidaires. Ce sont des raids en France et à l'étranger, et on embarque sur chacun de nos raids une centaine de femmes de tout âge, de tout niveau, pour qu'elles puissent se dépasser dans différentes épreuves sportives, que ce soit du trail, que ce soit du VTT, que ce soit du ski de fond. On revient justement d'Islande, où on a organisé un raid, où effectivement on a eu la chance d'accueillir justement Séverine Ballette et sa coéquipière Sophie Ballarin. Je ne désespère pas que Sandrine un jour nous rejoigne sur un prochain raid. Et ces raids, parce qu'on l'a nous-mêmes expérimenté avec Christelle, qui est une aventurière qui a gagné Koh-Lanta, on sait que le fait, ne serait-ce que de franchir la ligne de départ, c'est déjà une victoire, et ensuite d'atteindre la ligne d'arrivée avec sa coéquipière, parce que tous nos raids se font en équipe, il y a un vrai partage, ça forge un mental, ça donne de la force, et on est persuadé que le sport, c'est un vrai moteur pour se dépasser et apprendre à avoir confiance en soi. Alors, Lee n'avait pas prévu de monter sur scène. Voilà, elle est montée et ça s'enchaîne. Bravo, Lee. Dis-moi en quelques mots, j'ai un tout petit... Merci. Juste pour qu'on fasse connaissance avec toi aussi personnellement, en quelques mots, avant que tu aies rejoint Des Fidèles et Christelle, qu'est-ce que tu as vécu dans ton propre parcours professionnel et comment ça résonne justement cet enjeu du mental, mais dans nos parcours de vie ? Alors moi, j'ai eu une expérience professionnelle très classique. J'ai fait des études, j'ai une maîtrise en communication, un master HEC, et j'ai intégré très vite le groupe France Télécom, un gros groupe de services où j'ai œuvré dans des différentes fonctions en direction marketing et communication. Et donc pendant 15 ans, j'ai fait différents groupes dans ces fonctions-là, et j'ai décidé il y a 3 ans et demi de quitter le monde de l'entreprise parce que ça ne me convenait plus. Je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. Je me sentais pas utile en fait vis-à-vis de la société. Donc je me suis posé beaucoup de questions. J'ai réussi à négocier un départ avec mon entreprise, et j'ai créé une start-up dans le running au féminin qui s'appelait Run Chic. C'était au moment où le marché du running était en pleine explosion, et j'avais toujours eu à cœur de toute façon d'avoir un projet dans le féminin.
Voilà, un petit côté un peu féministe, un petit côté aussi woman empowerment. Donc pour différentes raisons, j'ai arrêté l'aventure Run Chic, et lorsque Christelle, qui au départ est une amie, on se connaît depuis 6 ans, on s'est rencontrés sur un raid d'aventure au Cambodge, au bout du monde, et ça a fité tout de suite avec Christelle. Elle, en parallèle de ses fonctions de policière, elle avait commencé à monter des raids, notamment sur le bassin d'Arcachon, parce qu'elle est native de là-bas. Donc Des Fidèles a vu le jour il y a 4 ans sur le bassin d'Arcachon. Elle était encore policière et ça a commencé à bien prendre. Elle a donc du coup décidé de se mettre en disponibilité de la police pour créer vraiment Des Fidèles et donner beaucoup plus d'ambition au projet. Et quand elle a appris que moi je mettais fin à l'aventure de ma start-up, elle m'a dit mais pourquoi est-ce qu'on ne s'associerait pas? On est hyper complémentaires, on a la même vision de la femme et on partage les mêmes valeurs, et c'est ainsi que Des Fidèles est né. Sachant que moi, effectivement, aussi à la base, je suis hyper sport. Enfin, j'aime beaucoup le sport. Alors, je suis pas du tout sportive de haut niveau. Je suis une coureuse. J'adore la course à pied. J'ai fait beaucoup de trail et des courses de longue distance, des 80 km. Et et c'est vrai que ce genre de course, ça forge aussi le mental. Il y a une maxime que j'aime beaucoup qui est un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et c'est vrai, évidemment, dans ce que moi j'ai pu vivre en course à pied, c'est vrai dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'on construit, c'est le premier pas qui compte. Voilà. Et ce que l'on fait de l'imprévisible qui arrive également. On va pouvoir revenir dessus dans quelques instants. Je crois que c'est un moment pour regarder, visionner un petit film qui a été diffusé il y a très peu de temps sur TF1 à la suite de ce raid dont tu nous as parlé, Destination Islande, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Sa vie est une succession d'aventures. Christelle est une ancienne policière adepte du dépassement de soi et elle organise désormais des raids féminins pour la lutte contre le cancer du sein. Nous l'avons suivie en Islande où l'on rejoint les concurrentes du Des Fidèles. C'est aujourd'hui prouvé, une activité physique régulière permet de réduire le risque de récidive et la mortalité d'environ 40%. Voici le portrait de Christelle signé Sylvie Pinatel, Michael Merle et Cédric Aguilar. J'ai jamais abandonné dans ma vie face à la difficulté. J'aurais pu abandonner, mais j'ai continué. Et je sais que c'est en persévérant et en allant au-delà de sa zone de confort qu'on se trouve. Elle a trouvé la force pour elle, elle la donne aux autres. Je suis persuadée que tout le monde a du courage et de la force. Seulement, il faut la trouver, il faut aller chercher au fond de soi. Allez, bravo! Bravo, Candice! Elles sont venues pour ça, pour braver tous les vents contraires. Certaines se battent contre le cancer, d'autres courent pour les soutenir. Pour ce nouveau Des Fidèles, Christelle a choisi l'Islande, parce qu'aucune tempête ne les empêchera de vaincre. Je suis heureuse de les voir sourire. Il n'y en a aucune qui est abandonnée. Toutes sont parties. Elles auraient pu dire stop, j'arrête. Hein. Ça va pas, je vais pas courir avec la tempête. Je vais pas courir avec la neige, n'importe quoi. Et vous voyez là-bas, elles vont chercher les dernières pour les aider à revenir plus vite, pour les motiver. C'est beau, c'est fort. Impossible de faiblir, encore moins d'abandonner, quand le vrai combat est celui de la maladie. C'est pour dire merde à la maladie, pour dire bravo à ces femmes qui se battent. C'est des raids, même si on en chie, qui sont premium dans le cœur, quoi. C'est humain. On connaît les bienfaits de l'activité physique sur les personnes malades. Ça améliore la survie, en fait. Et ça crée du lien social. Ça donne de la force. Quand t'as mal, tu prends conscience de ton corps et du coup tu te sens vivre. Et quand t'es passé par la maladie, tu t'apprécies d'autant plus vraiment la valeur, mais la vraie valeur de la vie. T'as l'impression qu'avant tu savais pas ce que c'était la vie. Allez Malika, allez, pousse. Cette force, Christelle se l'est forgée. J'ai toujours eu un manque de confiance en moi et justement je ne sais pas pourquoi j'ai ce doute-là sur mes capacités, sur moi-même.
Un regard qui a manqué. Un regard qui a manqué, où j'avais pas assez le regard de mon père. Il me disait pas assez qu'il était fier de moi. Son père était policier, un CRS souvent parti. J'étais hyper admirative de mon père. Il représentait pour moi la force, le courage. Alors elle aussi est entrée dans la police. Je sais pas qui est cette personne. Je me reconnais pas du tout. J'avais 19 ans et j'étais à l'école de police de Périgueux. J'ai traité des affaires de viol, de cadavres, de dégradation, de suicide, enfin, tout ça. Et pendant 20 ans, j'ai arrêté de pleurer. Et maintenant, je pleure. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est ces femmes-là qui m'autorisent à pleurer parce qu'elles pleurent et parce qu'elles se libèrent et parce qu'elles sont heureuses de se dépasser et me donnent cet exemple-là, ces femmes. Elles sont ma force. Allez Malika, ça déroule. Une force intérieure pour tracer une route bien à elle. Allez, on lâche rien. Allez. Et c'est bien, Caroline. Sous le regard de son père, désormais bénévole, sur chacun de ses raids. Allez, on contrôle tout. Allez, on est costaud. Alors, on est fort, mais c'est pas vrai. Et puis de toute façon, de pleurer, c'est pas être faible de pleurer. Je te jure, ça me fait du bien. Je suis hyper contente qu'il soit là. Ah oui, moi aussi. Ouais, pour combattre, il faut lâcher prise. Ça permet d'être plus léger et de repartir plus loin et d'aller plus loin. Plus loin et plus fort, pour gagner, guérir, vivre. Allez, on va nous aussi tenter de rester optimistes. Bonsoir Louis. Bonsoir Anne-Claire. Alors, Bravo Oli, bravo à toi, Christelle et toutes les filles. Bravo Sève. Très beau classement en plus. Si, quand même, on peut le dire. Pour revenir justement sur cet enjeu du mental, on a parlé tout à l'heure de la création d'entreprise, et donc on est là dans cet enjeu de l'évolution de vie. Christelle, à un moment donné, elle se lance, elle monte son entreprise. Tu as parlé de tout ce qui peut arriver. Là aussi, on ne peut jamais savoir en réalité si ça va marcher, pas marcher. Il y a un premier démarrage qui marche très bien, avec une première association qui, elle, s'avère très négative et nuisible à l'entreprise. Et c'est une réalité, ça peut arriver bien souvent. Il y a des écueils quand on fait un choix aussi de s'associer. Ça peut matcher, ça peut ne pas le faire. Les répercussions, elles sont lourdes derrière. Si je raconte ça, c'est parce que ce petit film, non seulement il nous montre ce que vous avez évidemment produit, réalisé, permis de vivre à plein d'autres femmes, mais surtout, une fois qu'on voit un film, ça paraît facile. Pas pour celles qui le faisaient, mais pour se dire, ça y est, elles ont fait ce nouveau défi. Ce raid Destination Islande, c'était un vrai enjeu dans l'histoire de votre société et de l'avenir de votre société. Et tout est calibré. Tout est préparé. Vous êtes sur place quelques jours avant, vous avez déjà fait des repérages, vous avez déjà fait les parcours, vous les avez fait, retravaillés. Vous avez votre directeur de course. Quelques jours avant, vous êtes sur place en Islande. Tout va bien. Vous avez à nouveau tout revu. Et puis le jour du départ, normalement c'est un jeudi, avec un début de course le vendredi jusqu'au dimanche. Donc en 3 jours, il faut qu'il s'en passe des choses, parce que c'est un raid quand même. Donc 3 jours, ça ne se rate pas. Sauf que le jeudi, pas d'avion, parce qu'il y a eu une tempête à Reykjavik. Ouais, effectivement, comme le raconte très bien Sandrine, tout était vraiment préparé au millimètre près. Et le jour J, le jour où on doit recevoir l'ensemble des raideuses, donc une centaine de femmes et l'ensemble de notre staff, tempête dantesque sur l'Islande, aéroport fermé. Donc évidemment, on se prend nous aussi une grosse tempête dans la figure, Christelle et moi. On est déjà sur place avec notre directeur de course. Et là, effectivement, il faut se retourner. Comment on fait? Est-ce qu'on maintient le raid? Est-ce qu'on l'annule? Les équipes sont déjà sur place à l'aéroport de Paris parce qu'elles viennent de toute la France.
Donc on a eu un gros moment de panique, je l'avoue, des grosses sueurs froides. Et là, on s'est regardé avec Christelle et on s'est dit hors de question qu'elle n'arrive pas. On va tout faire pour qu'elle vienne. Et on a lancé ce qu'on appelle notre plan hors sec pour faire en sorte que les filles puissent arriver. On savait en plus, pour l'avoir vécu personnellement, l'engagement que c'est lorsqu'on s'engage sur ce type d'aventure. C'est une certaine somme, c'est un engagement personnel, financier, vis-à-vis aussi de partenaires, vis-à-vis aussi d'associations ou de causes que les équipes soutiennent. Souvent, c'est des sponsors fruit, aussi. Exactement. C'est le fruit d'un travail de 6 mois, de 8 mois pour pouvoir partir. Donc du coup, on s'est dit, on n'a pas le droit vis-à-vis des équipes et de tout ce qu'elles ont fait en amont. Puis vis-à-vis aussi, effectivement, nous, notre engagement vis-à-vis des partenaires sur place, il faut que ce soit des lieux. Donc c'est ce qu'on s'est dit avec Christelle. On n'a pas dormi pendant 3 jours. On a du coup appelé tous les partenaires. On a appelé Icelandair, on a appelé l'ambassade de France en Islande pour qu'ils nous aident. Et on a réussi effectivement à faire affréter un avion et faire venir les filles. Et quasiment 24 heures après, malgré tout. Exactement, plus de 30 heures après, et on a dû condenser un programme de 3 jours en 2 jours, donc ça a été très rythmé, peu de pauses. Je crois que Sophie et Séverine se remettent à peine physiquement du raid, mais au final, ça a été magique. Je vous invite, si vous avez le temps, d'aller voir sur notre site, sur notre page Facebook, Destination Iceland by des fidèles, le film du raid qui rend très bien compte de l'aventure que les filles ont connue. Et nous, on n'a pas fait de raid physique avec Christelle. On s'est dit, on a eu notre propre raid sur place à devoir tout réorganiser. Tout reconcevoir aussi, parce qu'il y a des épreuves, ça n'est plus possible d'y aller à ce moment-là. Il faut revoir les tracés, il faut revoir les... Il faut tout revoir, oui. C'est un travail dantesque et je me permets juste d'insister sur, vous vous êtes dit toutes les deux, on n'a pas le droit d'abandonner, et en même temps, dans une incertitude totale, parce que c'était la météo, le facteur climat, sauf que impossible d'avoir, malgré tout, mauvais jeu de mots, mais une visibilité sur ce qui allait se passer, parce que la météo, s'il y a bien un truc qui est un impondérable, c'est ça. Le temps change toutes les 5 minutes en Islande. C'est incroyable. On l'a vraiment expérimenté. Les filles, même sur place, l'ont vécu. Et c'est vrai que on a eu cette vision-là avec Christelle de se dire le raid va avoir lieu. Quoi qu'il arrive, on a un plan A, un plan B, un plan C, en fonction du temps qu'il fera, mais le raid se fera coûte que coûte. Et du coup, il y a toute une machine, effectivement, qui s'est mise en place. Nos partenaires nous ont suivis, parce que les partenaires aussi étaient un peu en stress, et une fois qu'on leur a dit non, il faut que ça ait lieu, ça a pu se passer. Est-ce qu'à travers ça ne fait pas émerger aussi une autre notion vitale, finalement, dans tout ce que l'on peut vivre, c'est l'énergie? Parce qu'à un moment donné, c'est l'énergie qu'on va choisir de se donner face à une problématique qui va nous permettre de faire un choix, mais qui après, cette énergie, on va la transmettre. Là, à un moment, vous avez transmis votre énergie. En réalité, il n'y avait toujours rien de rassurant, mais à ce moment-là, les gens vous ont suivi. Les raideuses, futures raideuses, vous ont suivi, alors qu'elles étaient pendant des heures et des heures en attente dans un aéroport sans avoir aucune nouvelle. Elles sont ensuite montées dans un avion pour faire à peu près 3h30 de vol. Elles ont dormi à peu près 2h30, 3h pour redémarrer. Donc normalement, on est HS. Mais il y a une prise de décision et il y a une énergie qui ressort de tout ça. C'est vrai, effectivement, je crois que c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Dès l'instant où on se dit il faut que ça ait lieu, il y a effectivement, comme tu dis, l'entourage, tout se met vraiment en branle pour que ça suive. Je pense que Christelle aussi a cette force et cette capacité à être vraiment moteur aussi dans ça. Et donc du coup, il y a effectivement une espèce de magie et beaucoup de solidarité aussi. Ça, je tiens à le souligner. Sur place, à l'aéroport de Paris, notre staff, du coup, quand on leur a dit « Vous inquiétez pas, vous allez décoller, on vous l'assure, on ne sait pas quand, mais vous allez décoller »,
Du coup, ils ont mis en place des ateliers. Parmi les filles, il y avait des profs de yoga. Elles ont mis en place des séances de yoga. On avait de belles ambassadrices aussi. On avait Laurie Tillman, Valérie Trierweiler, Justine Hutto, une entrepreneur. Elles ont toutes accepté de jouer le jeu. Il y a des talks qui se sont mis en place aussi pour faire patienter du coup tout le monde à l'aéroport. L'hôtel où elles étaient logées a joué le jeu, nous a mis à disposition une salle de conférence. Donc du coup, ça a aussi créé finalement un autre raid et des liens autres qui n'auraient peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette situation. Exactement, c'est ça. Ouais, elles vont pas attendre l'année prochaine. Tu peux faire un swim and run très prochainement sur le bassin d'Arcachon, un raid blanc avec leur partenaire Rossignol pour faire du ski de fond. Et bon, j'ai pas tous les détails en tête, mais ça c'est très prochainement aussi. Ouais. Ouais, en fait, on a un calendrier 2020 qui est très chargé. On organise des week-end raids en France. Donc, c'est des week-ends de 3 jours, du vendredi au dimanche. Donc, c'est des mini-raids, en fait, sur le bassin d'Arcachon, à Oléron. On organise un mini-raid blanc, effectivement, dans le Vercors au mois de mars. Et on a un beau raid à l'étranger en fin d'année qui est destination Koh Lanta, sur l'île de Koh Lanta, qui est un petit clin d'œil à Christelle, qui a gagné Koh Lanta en 2008, pour boucler la boucle. Mesdames, Magali Joly voulait réagir à ce que Ly vient de raconter et nous présenter ou un petit... Moi, j'ai trop envie d'y aller, moi. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est, et je reviens moi sur le concept de résilience, en fait, c'est que peu importe ce que la vie nous réserve, c'est l'histoire de la boîte de chocolat. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il y a toujours des imprévus. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on fait des imprévus ? Et pour ça, il faut de l'énergie, effectivement. Mais c'est pas, voilà, vous, peu importe ce que va vous proposer la vie, peu importe ce que sera l'adversité, c'est donnez-vous les moyens aussi. Moi, c'est ça le message que j'ai envie de vous faire passer. Et j'ai conscience, c'est très facile à dire, mais c'est aussi facile à faire. Mais ça vous appartient. Moi, je trouve que ce qu'il y a de très positif et qui me parle, c'est cette énergie qui est communicative, en fait. Quand on croit, quand on est vraiment, on met une énergie à croire en quelque chose, finalement, ça ressort et ça va au-delà de nous. Donc finalement, vous aviez décidé de croire que le raid allait se faire, quelle que soit la météo, et cette foi a été communicative, et moi je trouve ça vraiment très fort, très puissant. Et quel message Joly tu souhaiterais partager avec le public sur cet enjeu du mental et de la confiance en soi au service de son projet de vie professionnelle, sur ces enjeux de surmonter le stress, les peurs, les obstacles, de retrouver confiance en soi et finalement peut-être d'oser s'accorder une chance ? Absolument, et de croire, voilà, ça paraît peut-être bateau, mais cette résilience, le fait de croire en soi, de porter son projet, de ne pas s'excuser d'avoir un projet, d'aller, et puis de prendre des non comme des opportunités. On me dit non aujourd'hui, ok, très bien, demain je repars avec une autre énergie renouvelée grâce à tout le travail, à tous les éléments qu'on a donnés, d'avoir confiance en soi et de ne pas s'excuser. On est qui on est. Voilà, ça c'est très important pour moi. Son identité, c'est vachement important, d'être aligné avec qui on est. Voilà. Et de faire avec nos forces. On regarde trop, on se focalise souvent un peu trop sur nos faiblesses. Donc si on regarde le verre à moitié plein, on va voir qu'on n'a pas que des manquements. Et d'ailleurs, ce qui aujourd'hui est manquement, demain, ça peut être une force. Donc, il ne faut pas être dans la fatalité. Moi, je voudrais encourager celles qui sont en recherche, celles qui ont envie de se convertir en reconversion, celles qui ont envie de lancer un projet, de croire que c'est possible et c'est faisable. Voilà. Ly, tu as raccordé en cours de route, mais en même temps, comme on parle d'identité, ça fait partie de ton identité d'adaptabilité. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre ? L'enjeu, c'était vraiment le mental et la confiance en soi au service de finalement sa propre vie. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je partage totalement ce que vient de dire Joly. Effectivement, c'est être aligné avec qui on est et aussi avec ses valeurs. Et une vision. C'est quoi, moi, ce que j'ai envie de transmettre et donc
toujours de regarder effectivement cet horizon-là. Nous, c'est ce qui nous guide au quotidien. On a une vision par rapport à des fidèles qui peut être très grande ou trop grande, mais en tout cas, c'est ce qui fait avancer. C'est vraiment toujours regarder l'horizon et je pense que ça permet vraiment d'avancer. Définir son cap, le trouver, l'identifier et après le regarder et avancer, même si... Le sens aussi, pour moi, il y a un mot qui est fondamental, c'est le sens. C'est quel sens vous donnez à ce que vous avez envie de faire. Parce qu'une fois que vous l'avez, vous allez mobiliser. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Le tout, c'est d'être capable de se mettre en réflexion, de se questionner, de savoir où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je suis au bon endroit? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce que je peux faire pour être en phase avec ces valeurs-là? Après, l'énergie, vous allez la trouver. Parce qu'une fois qu'on a trouvé la motivation, tant pis pour les obstacles, ils font partie de la route. Au contraire. La motivation, c'est ce qui nous meut et ce qui nous émeut. C'est les deux choses. Merci infiniment, mesdames, pour votre participation.